Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace édition du 20 novembre 2023. Bienvenue à l'émission. Ici Emilio Constanza au micro et comme à l'habitude, je suis accompagné de nul autre que Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget en cette grande semaine du sport et semaine aussi triste pour notre cher Québec qu'on aime puisqu'on a dû dire au revoir à un grand en Carl Tremblay. C'est sûr que Carl Tremblay aurait probablement été un de mes invités de rêve à ce podcast. Lui qui est amateur non seulement de hockey, mais de disque golf aussi. Qui est une activité quand même assez spéciale, mais c'est sûr que ça aurait été légendaire de la voir. C'est sûr que je vais blaster les chansons des Cowboys fringants encore plus fort pendant mes parties de Saint-Jean et de Nouvel An. Les boys, comment on se sent aujourd'hui? On sent bien, on se sent énergisé, on se sent... je pense qu'il y a une bonne vibe, là, malgré là, toute la grosse nouvelle qu'il y a eu cette semaine. Là, je pense que la vibe est bonne. Plein de choses qui se passent dans le monde du sport. Puis je pense que j'ai bien hâte qu'on jase ça un petit peu plus tard dans l'émission. Là, mais je vois du côté du baseball, là, justement, là, la période des agents libres là, qui commencent à signer, là, ça sent bon là, pour le début de l'hiver. Là. Moi, tu vois, ça va comme un gars qui, en fantasy, cette semaine, avait Devin Hutchand et Cooper Kupp. Tu comprendras que ça n'a pas été une semaine facile de perdre deux gars de même. Une semaine difficile, mais quand même très content d'être là avec vous ce soir. Jaser un peu de ce qui se passe dans le monde du sport. Évidemment, Carl Tremblay, c'est une très triste nouvelle et si la famille ou ses proches nous écoutent, nos condoléances à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ça. Il y avait tellement de fans de ça, je pense. Juste dans ma famille, peut-être ma mère qui était la plus grande fan du groupe. Puis j'ai l'impression qu'il y en a 47 000 plus grands fans du groupe. Mais ça a touché tout le monde de près ou de loin. Puis c'est un vrai monument qui nous a quittés. Puis c'est vraiment triste. Donc on va quand même essayer, comme il l'aurait voulu, de donner un bon show. Parce que même dans la maladie, il a été capable de donner des bons shows à chaque fois. Puis on va l'honorer ce soir en essayant de vous donner le meilleur show possible. Malgré la triste nouvelle de cette semaine. D'ailleurs, tu honores Cooper Kupp cette semaine après Puka Nacua, Cooper Kupp. Oui, toujours Cooper Kupp, mon non-titan favori de la NFL. Malheureusement blessé cette semaine, mais on s'en reparlera tantôt en parlant un peu des Rams. C'est du match des Rams cette semaine. Nio qui cette semaine pourrait quasiment être commandité par Advil qui tient... quasiment un seul morceau pendant qu'il essaie de configurer son LXTV en plus. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai envie de dormir, puis mon LXTV fonctionne pas. Fait que je peux pas voir tout ce qui se passe. En ce moment, je suis pas en mesure de regarder le match des Alouettes qui, au passage, c'est 17-14. Je vous ai pas oublié peut-être quelques fans de la Ligue canadienne qui ont été contents du segment. Ils sont plus nombreux, puis je pense qu'ils vont en avoir encore plus l'année prochaine encore. Ah, tout le monde va sauter sur le wagon si les Alouettes gagnent cette année, là, c'est sûr. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est naturellement comme ça que ça se fait. Mais sans Anthony Calvillo. Effectivement, mais quand même, shout-out à nos moineaux, peu importe le résultat. Contre les Blue Bombers ce soir, bien content de voir qu'on va peut-être avoir un peu plus de hype l'été prochain au Stade Percival Molson et aussi shout-out à Green Day pour apparemment un très excellent show de la mi-temps que je n'ai pas pu voir pour l'instant. T'aurais aimé ça hier par contre, hein? Tu te sentiras en 2003, là. 2004, là, en plus, ils viennent de sortir deux chansons qui sont somewhat vraiment bonnes, puis on dirait qu'ils sont quasiment back. Nouvel album au début du mois de janvier. Je suis très down avec le concept. Par contre, dans le monde du sport, dans la NFL, on va commencer par la semaine d'activité qui vient de se conclure, mais en tout cas, qui se conclut ce soir avec les Broncos contre les Vikings du Minnesota. Joe Burrow, Deshaun Watson, Mark Andrews, back-to-back, saison terminée à cause de différentes blessures. Joe Burrow, c'est bizarre un peu. Ouais. Blessure au poignet un peu. Je pense qu'il y a même l'association des joueurs qui va peut-être ouvrir une enquête là-dessus. Oui. Mais à quel point le
la dynamique de la division nord de l'américaine vient de changer au cours des derniers jours. Là. Puis pour tes Steelers, c'est peut-être une opportunité de rêve qui s'ouvre pour eux autres. Là. Opportunité en or, mais autant que c'est une opportunité en or, il faut quand même qu'ils fassent de quoi avec ça, là, parce que quand même, les Steelers, pour ceux qui veulent voir mon downfall et celui des Steelers arriver, aujourd'hui, les Steelers ont perdu contre les Browns de Cleveland au compte de 13-10. Puis j'ai sorti la statistique un petit peu plus tôt. Cet après-midi, après les 2 premiers quarts de jouer, Kenny Pickett totalisait combien de verges? 34 verges. Sur 5 passes complétées. Sur 5 passes complétées en 8 tentatives, ce qui est honnêtement horrible. Tu sais, 8 passes, là, t'en as bien qui vont faire ça en une drive offensive, là, facilement. T'sais, comme ça, claquant des doigts, ils vont l'avoir. Non, mais pas de vrai, c'est vraiment horrible. Par contre, Pop, tu sais ce que je veux dire? Je pense que la dynamique dans l'AFC Nord ne va pas changer parce que ça a toujours été ça, l'AFC Nord. C'est toujours, ça se bat jusqu'au dernier match. Peu importe qui est sur la formation, ça va se battre vraiment jusqu'à la dernière seconde. Puis, justement, ça c'en est un aujourd'hui. Les Steelers qui, en principe, auraient été une équipe favorisée dans ce match-là contre les Browns, les 2 équipes à 6-3. Les Steelers n'ont pas été capables de capitaliser, n'ont rien été capables de faire offensivement, mis à part Jaylen Warren, qui là, plus les semaines vont, plus je m'inquiète un peu pour le poste de Najee Harris en tant que partant. Mais non, la dynamique va être quand même spéciale du niveau de l'AFC Nord, malgré que je pense pas que ça va se changer. Ce que je trouve intéressant, par contre, dans le cas de Joe Burrow, c'est qu'il est arrivé au match portant déjà une prothèse sur son poignet ou un attelle sur son poignet, quelque chose dans le genre, ce qui fait que puis, il n'a pas été mentionné non plus sur la liste des blessures. Tu sais, pas nécessairement la liste des blessés, mais comme on appelle en anglais le injury report. Donc, il n'y avait absolument rien qui était dit par rapport à ça, qui arrive très probablement déjà endolori. Maintenant, est-ce que c'est justement ça qui a mené à la blessure? Je pense que oui. Puis, même, ça mène quand même à des blagues sur Internet. Là. J'ai vu c'était Dave Portnoy. Autant que je ne suis pas tant fan du personnage en tant que tel, qui a fait une fausse campagne de loi comme « Hey, moi puis mon père, on a une comment dire ça, une firme d'avocats dans le fond. Puis on va vous rembourser, on va faire un lawsuit contre la NFL, puis on va tout vous rembourser l'argent que vous avez perdu aujourd'hui pour ce que vous avez mis sur Joe Burrow puis sur les Bengals, parce que clairement, il ne devait pas jouer, il était blessé, puis en effet, ça fait du sens. Pour ce qui est de Mark Andrews, honnêtement, Mark Andrews avait une bonne saison quand même pour un vétéran et pas comme LeBron James dirait un stud, parce que Mark Andrews n'a plus l'étiquette d'un stud rendu à son âge. Ça en fait mal quand même à cette attaque des Ravens et à cette équipe des Ravens qui cherche quand même à maintenir cette première place dans le nord de l'AFC. Mais non, la dynamique n'a pas changé. Les 4 équipes sont là. Maintenant, par contre, les Bengals puis les Steelers sont un petit peu en bas. Là. Mais je me dis que c'est définitivement une division qui est plus le fun à regarder que le sud de l'AFC. Ça, c'est sûr. Oh oui, totalement. Mais écoute, Mio, tu parlais un peu de la division qui ne change pas. Moi, tu vois, je suis d'accord avec toi dans le sens où Mark Andrews n'affectera pas trop la saison des Ravens. Et même Deshaun Watson, sa saison est terminée. On l'a vu aujourd'hui, les Browns sont quand même capables de gagner des matchs, même avec la recrue Dorian Thompson-Robinson. Puis on a aussi P.J. Walker. Et sans Nick Chubb aussi, hein? Et sans Nick Chubb. Et dans les dernières minutes, on a appris que Joe Flacco allait venir amener un peu de profondeur au poste de carrière pour les Browns. Joe Flacco! Joe Flacco qui va... Mais tu vois, quand tu regardes un match des Browns, tu réalises quand même assez facilement que la défense de cette équipe-là est tellement bonne que le carrière a juste besoin d'être correct. Puis aujourd'hui, c'était vraiment un duel très défensif entre 2 équipes, les Browns et les Steelers, qui sont très défensives. Et les Browns ont été capables de gagner ça, même avec leur deuxième carrière. Peut-être que ça va être un peu plus difficile quand on va devoir se ramasser dans des shootouts offensifs, ou est-ce que là, on va devoir répondre à l'autre attaque tout le temps. Mais la défense des Browns est tellement bonne que ça va être assez rare qu'on voit ça. Pendant ce temps-là, t'as les Bengals, où est-ce que la défense est quand même bonne, t'as des ressources, mais on l'a vu quand Jake Browning est arrivé dans le match, les Bengals sans Joe Burrow, c'est vraiment pas la même équipe. Même au début de l'année, quand il était incommodé par sa blessure au mollet, c'est vraiment pas la même équipe. Puis je pense que pour eux, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de carrières disponibles sur le marché. Il n'y a pas vraiment d'amélioration possible pour eux. Je sais pas comment les Bengals vont être capables de répondre. Jake Browning, peut-être
qui était juste froid un peu en arrivant dans le match. Il n'avait pas eu l'opportunité de se préparer comme il faut. Mais j'ai de la misère à voir les Bengals rester au plus fort de cette course-là, considérant que la fiche est déjà pas glorieuse. Puis là, on perd le carrière numéro 1, qui est de loin le meilleur joueur de cette équipe-là. Je pense que ça va être une fin de saison un peu plus difficile pour les Bengals et je m'attends à les voir terminer au dernier rang de cette division-là, considérant la perte de Joe Burrow. Mais c'est quand même drôle parce que j'ai vu cette semaine, justement, avec toutes ces blessures-là, parce que, petit tease, on a d'autres joueurs qui sont blessés aux quatre coins de la NFL, là, mais c'est qui? J'ai Robert Griffin III qui, j'ai vu passer cette semaine sur un balado qui est comme « Yo, je suis disponible. » J'attends les appels. Clairement, ça n'arrivera pas, là, mais c'est drôle à voir. J'espère que ses genoux vont tenir la route jusque-là. C'est encore plus que celui-là avec Chubb, by the way. Oui. On est dans le nord, on va se transporter dans l'est, on reste dans l'américaine un peu. On parlait de dynamique qui change un peu. Les Bills de Buffalo qui ont connu une semaine assez préoccupée. On a déjà congédié coordonnateur offensif. Là, on se retrouve dans un match interdivision contre les Jets de New York. Bon, vous me direz que c'est pas la plus grosse opposition, mais là, on a trouvé le moyen de répondre. Et là, je pense que du côté des Bills, c'est peut-être là on va devoir un peu repartir la machine pour être vraiment le leader de la division qu'on veut être devant les Dolphins de Miami. Oui, parce que quand on regarde ce qui s'est passé lundi soir dernier, les Bills jouaient contre les Broncos, qui sont d'ailleurs en action au moment où est-ce qu'on se parle, les Broncos contre les Vikings. Mais quand on revient à ce match-là de lundi soir dernier, les Bills, c'était pathétique comme effort. L'équipe s'est tirée dans le pied à peu près 47 fois. On avait gagné le match, même après avoir fait 47 revirements à peu près, même après avoir laissé les Broncos revenir dans le match, on avait gagné ce match-là quand Will Lutz a manqué le placement victorieux en fin de match. Mais parce que les Bills sont en mode loser cette année, Ils sont en mode Rough Riders de la Saskatchewan. Ils sont en mode Rough Riders. On a mis 12 hommes sur le terrain pour défendre le placement de Will Lutz. Lutz avait manqué le placement, mais ça a été une pénalité contre les Bills. Ça a permis à Lutz d'avoir une deuxième tentative et de réussir ce kick-là. Je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre de ce match-là qui a coûté son poste à Ken Dorsey, qui était le coordonnateur offensif en place. On l'a remplacé par Joe Brady. Et sur le coup, je vais vous avouer que j'avais quand même des doutes dans le sens où, pour moi, Josh Allen commençait à être le problème de cette équipe-là. Allen est incapable de prendre soin du ballon et c'est revirement après revirement chaque semaine. Aujourd'hui, ça a été un match beaucoup plus encourageant pour Josh Allen, avec Joe Brady, qui est l'ancien d'ailleurs coordonnateur offensif de la fameuse équipe de LSU en 2019, où Joe Burrow était le carrière avec Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, Clyde Edwards-Helaire qui était le porteur de ballon. Une équipe de la NFL dans l'NCAA. Une équipe de la NFL qui était c'était vraiment... Ils ont tout raflé, justement. C'était possiblement la meilleure équipe collégiale jamais assemblée. Mais on l'a vu aujourd'hui, Josh Allen, une seule interception, puis c'était sur une passe en fin de deuxième quart qui servait peu à rien. L'interception voulait rien dire concrètement. Un match beaucoup plus encourageant de Josh Allen. On l'a senti plus en chimie avec ses receveurs. J'ai aimé ce que j'ai vu des Bills aujourd'hui. Ça m'a rassuré et sans dire que je suis de retour dans le wagon des Bills, au moins j'imagine qu'il y a beaucoup de partisans qui sont rassurés de l'effort des Bills aujourd'hui contre la défense des Jets qui n'est vraiment pas mauvaise non plus. C'est un gros test pour Josh Allen et pour Joe Brady, le nouveau coordinateur offensif, et les deux ont répondu présent aujourd'hui. Tu parles de Ben Wyan, Félix. Là, tantôt, là, on se parlait, on était en train de construire l'émission, puis là, tu disais tantôt, hey boys, la meilleure équipe 4-6 de l'histoire de la NFL, elle est présentement sur le terrain. Je pointe le chandail que tu portes présentement. Là, j'étais perplexe. Tu me disais que tu avais des raisons, tu avais des explications, fait que j'ouvre la porte, je te laisse expliquer parce que j'ai besoin d'être convaincu sur ce statement fait un petit peu. J'ai vraiment besoin d'être convaincu aussi, là. Les Rams de Los Angeles sont une équipe particulière. Je ne dis pas que c'est la meilleure équipe de la NFL, loin de là, mais comme souvent, il y a des équipes qui ont peut-être une fiche meilleure que ce qu'ils sont vraiment, comme les Steelers qui avaient commencé une saison 11-0 il y a quelques années de ça. Les Rams, en ce moment, à 4-6, sont une équipe qui, selon moi, joue beaucoup mieux que leur fiche. Et je m'explique en disant ça. Quand tu regardes la saison des Rams jusqu'à maintenant, j'analyse les 6 équipes contre lesquelles ils ont perdu. T'as les 49ers, les Bengals, les Eagles, les Steelers, dans ce qui avait été un match un peu bizarre, les Cowboys et les Packers. Dans ce cas, ça, c'est peut-être la seule défaite qui est difficile à leur imputer. Et c'était aussi Brett Rypien qui était le carrière à ce moment-là.
quand Matt Stafford est là, cette équipe-là joue beaucoup mieux, évidemment, parce que Brett Rypien est absolument horrible. Et quand tu regardes des équipes qui les ont battues, c'est des équipes qui sont vraiment fortes. C'est pas... Puis la plupart du temps, on est resté dans ces matchs-là. Il y a des matchs où on l'a complètement échappé, mais la plupart du temps, on est resté au plus fort de ces matchs-là. Et tu regardes aujourd'hui on a encore gagné un match contre les Seahawks. C'est 2 victoires contre les Seahawks cette saison. Les 2 autres victoires des Rams sont venues contre les Cardinals et contre les Colts, qui sont peut-être des équipes un peu moins bonnes. Je vais en convenir là-dessus. Mais il y a quelque chose que... Je regarde la cédule des Rams, je regarde ce qu'on était capable de faire cette saison, puis je regarde le talent qu'on a des deux côtés du terrain. Matthew Stafford, Kyren Williams, qui a une belle éclosion comme porteur de ballon cette année, Cooper Kupp, Puka Nacua. En défense, on a des gars comme Aaron Donald. On a beaucoup de talent dans cette équipe-là. J'ai de la misère à voir pourquoi on n'est pas meilleur que ça. Puis il y en a quand même Sean McVay qui reste un super bon entraîneur. Moi, je regarde la feuille de route de cette équipe-là cette saison. Je regarde encore aujourd'hui Puka qui a un super bon match quand Cooper Kupp s'est malheureusement blessé à la cheville. On espère que c'est rien de grave dans son cas. Mais il y a des ressources, puis Matthew Stafford est capable de gagner dans ce système-là. Il l'a montré en gagnant le Super Bowl contre les Bengals en 2021. Pour moi, cette équipe-là, c'est le portrait des séries de la NFC. Tu as comme 7 équipes qui sont pas mal assurées d'être là. Et pour moi, s'il y en a une qui peut venir jouer les troubles fight, c'est les Rams. Et la performance d'aujourd'hui contre les Seahawks, où c'était vraiment pas un match parfait, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a vraiment bien fait. Et avec Kyren Williams qui va revenir la semaine prochaine, ça va ramener un meilleur jeu au sol dans cette équipe-là. Je pense que les Rams sont peut-être à surveiller pour une petite poussée de fin de saison. Surtout quand tu regardes la cédule. Non, mais tu regardes la cédule, t'as... encore une fois, il y a des matchs difficiles qui restent, mais les Cardinals, c'est un match prenable. Les Commanders, c'est un match prenable. Les Saints, c'est un match prenable. Et les Giants, c'est un match très prenable. Les Browns, les Ravens et les 49ers sont encore 3 autres gros tests. Mais si on est capable d'aller chercher 1 ou 2 de ces matchs-là en gagnant les 4 autres, pour moi, ça devient très réaliste de croire que les Rams sont une équipe qui peut faire les séries cette année. Et c'est pourquoi je dirais que 4-6, c'est la meilleure équipe de 4-6 dans la NFL en ce moment. Je suis curieux de savoir, Félix, c'est qui, by the way, tes 7 équipes que tu as dans la NFC qui passent en playoff? En ce moment, c'est les 7 qui sont là en ce moment. Donc, les Eagles, les Cowboys, les 49ers, les Lions, les Vikings et l'équipe de la NFC South qui va finir par y passer, que ce soit les Saints ou les Falcons, parce que ça va être un peu un prix de consolation. Pour moi, les Rams, l'équipe qui peuvent dépasser, et le fait d'avoir gagné contre les Seahawks aujourd'hui, parce que c'est justement les Seahawks, on a le bris d'égalité sur cette équipe-là. On est à 2 matchs 2. Si on est capable d'aller chercher 2 matchs sur eux d'ici la fin de l'année, et je pense que c'est possible, je pense que les Rams peuvent supplanter les Seahawks pour ce dernier billet-là qui va leur permettre d'accéder aux séries, advenant le cas où les 49ers, comme prévu, finissent par se sauver avec cette division-là. Tu donnes beaucoup d'amour, j'aime ça, je prends ça en note, on regarde ça sur la fin de la saison, peut-être les parieurs ici avec nous, si ça vous tente, on va mettre un petit 5 sur les Rams, puis on accusera Félix d'être total fraud à la fin de la saison. Toujours. Mais dans la catégorie donner de l'amour, il y a les Rams, mais il y a aussi Tommy DeVito qui... OK, c'est contre les Commanders, mais... Quand même fait pas pire. Pas pire, là. Moi, j'ai regardé les Giants jouer dans les dernières semaines. C'était horrible. C'était à se mettre les yeux dans de l'eau de Javel. C'était pathétique comme effort offensif. Et aujourd'hui, Tommy DeVito, que je vous avoue que je ne le voyais pas comme un quart de calibre NFL, arrive contre les Commanders et 18 passes complétées sur 26 tentatives, 246 verges et 3 passes de toucher. C'est parfait. Les Giants n'ont pas besoin de plus que ça. Donne le ballon à Saquon Barkley. Tommy DeVito l'a compris aujourd'hui. Barkley a un bon match. Arrange-toi pour utiliser Barkley, qui est de loin le meilleur joueur offensif de cette équipe-là. Limite les sacs du corps parce que la ligne offensive est assez fragile. Mais si tu parviens à contrôler ça et à donner le ballon à tes meilleurs joueurs, ça va finir par rapporter. Et Tommy DeVito aujourd'hui, un match qui est très encourageant. Je pense encore que quand Tyrod Taylor va être de retour en santé, il va reprendre ce poste de carrière numéro 1 des Giants-là. Mais Tommy DeVito aujourd'hui, un match qui est très, très, très encourageant pour les Giants, advenant le cas où Taylor doit manquer encore un peu de temps. On va finir avec le bloc de la NFL sur une dernière note. Brock Purdy, qu'on a critiqué dans les 3-4 dernières semaines en disant que c'était un corps frauduleux, trop bien entouré pour échouer. Frauduleux, exact. Je pense que trop bien entouré, c'est plus ça. Frauduleux,
C'est peut-être pas mais c'est pas moi qui le dis, c'est les gens sur les médias sociaux. Mais c'est pas un MVP, ça c'est non, pas un MVP. Non, qui finit quand même avec un passer rating de 158.3, le meilleur coefficient d'efficacité d'un corps de la NFL peut avoir 158.3, le premier depuis les années 80, en fait depuis 1989, que les 49ers terminent avec un vrai carrière qui termine à 158.3 de moyenne. On surveille aussi demain du côté de la NFL pour le match du lundi soir entre, je regarde vite, les Eagles contre les Chiefs. Revanche du Super Bowl ici, mesdames, messieurs. Je crois, sans trop me tromper, qu'on parle peut-être jusqu'à maintenant du match de l'année. Là, Mio, si tu te livres sur ce match-là, puis tu dis au monde d'aller dormir sur ce match-là, là, je vais descendre la 117 au grand complet, puis je vais aller te mettre une taloche en arrière de la tête. Tu voles déjà mon punch pour la fin de l'émission, que cette fois-ci, ça fait 2 semaines back-to-back, je vais pas fauter le monde pour ne pas regarder les matchs de la semaine dans la NFL. Les gars, on va aller du côté du baseball parce que on a eu une grosse nouvelle, justement. Pop, t'en parlais en début d'émission que, justement, l'ouverture du marché des agents libres, justement, fait bas plein de l'aile, dans le fond. Et une des grosses signatures qu'on a eues, c'est Aaron Nola qui décide de retourner finalement avec les Phillies. Donc, on a eu confiance en ce qu'on voit chez les Phillies et on veut justement ramener Aaron Nola. Et c'est fait maintenant en 7 ans pour un total de 172 millions de dollars. Maintenant, je pose la question, les gars, est-ce que c'est assez pour passer? C'est une bonne question parce que, premièrement, les Phillies, on sait à quoi s'attendre. Moi, dans le fond, je vois un peu cette signature-là, puis un peu une manière différente, puis une manière un peu opposée. Premièrement, le côté négatif, OK, les Phillies ramènent Aaron Nola, c'est parfait. Mais là, on a passé les 2 dernières années à juste être un peu à court, mais à date, on n'a rien ajouté. C'est sûr que la période des agents libres vient de commencer. Aaron Nola, c'est probablement le premier gros domino qui tombe un peu dans cette période hivernale-là. Il reste encore du chemin à faire. Là, c'est le futur nous dira ce qui se passe. Là, ce que j'ai peur du côté des Phillies, c'est que justement, le core, est-ce que c'est assez? Est-ce que on a les armes nécessaires pour justement passer au niveau supérieur et peut-être aller chercher cette série mondiale-là? C'est un peu ça mon point d'interrogation. Le point positif, par exemple, et je vais le diviser en 2 parties, on bâtit un core. Le core est solide à Philadelphie. Trey Turner, Nick Castellanos, Trey Turner. Du côté de la rotation, on a Aaron Nola qui vient de signer, on a Zach Wheeler aussi. Et pour quasiment une 3e année consécutive, en tout cas une 2e, on a pris moins d'argent du côté d'Aaron Nola pour justement re-signer avec les Phillies, signe qu'on est confiant avec ça. Et je me dis qu'en même temps, la stabilité, c'est bon aussi pour les partisans. On parle présentement des Aces d'Oakland qui sont littéralement en train de perdre leur club à Las Vegas. Ben, si tu veux garder tes partisans puis ton corps de partisans, mais il faut aussi qu'il y ait un noyau solide sur le terrain et les Phillies sont en train de faire ça, justement. Mais est-ce que ça sera assez pour tasser les Braves d'Atlanta encore l'année prochaine? Là est le point d'interrogation pour l'instant. Oui, puis pour moi, ben écoute, je sais que tu parlais du noyau, à moins qu'il ait cloné Trey Turner, je pense qu'il y avait un des deux que tu as dit Bryce Harper. Ah, ok, je voulais dire on va pas le voir, c'est la rediffusion où le monde à la maison qui Oui. regarde ça sur YouTube. Non, mais je voulais dire Bryce Harper aussi. On a levé, Félix, c'est bon, on a levé le sourcil. Tu compris? Je voulais dire Trey Turner et Bryce Harper avec bien sûr. Comment oublier quand même Bryce Harper, meilleur joueur sur l'équipe, n'est-ce pas? Mon roi. Mais oui, je reviens un peu à Aaron Nola, puis c'est quand même fou quand tu compares à des sports comme la LNH, que je dois dire, mais 172 millions sur 7 ans, pour moi, il a quasiment signé à rabais pour rester avec les Phillies. Il a signé à rabais. Il a signé à rabais parce qu'il aurait clairement pu toucher plus d'argent sur le marché. Aaron Nola était l'un des meilleurs lanceurs partants. Il y a des Yoshinobu Yamamoto et Blake Snell, et il y a quelques bons lanceurs sur le marché. Shohei Ohtani, quand il va être capable de lancer, en fait partie aussi. Mais Aaron Nola était quand même un des très très bons lanceurs, un des rares gars disponibles sur le marché qui peuvent être un vrai numéro 1, un vrai numéro ou un 2 de très grande qualité. Pour moi, comme tu le dis, les Phillies s'améliorent pas en faisant ça, mais on le fait pour pas
régresser non plus. Aaron Nola est quand même un gros morceau de cette équipe-là. C'est un talent qu'on a développé nous-mêmes, qu'on a fait monter et qui est là depuis... Ça fait des années qu'Aaron Nola est là. Je pense pas que tu peux te permettre de perdre Aaron Nola, qui... Je l'ai jamais vraiment vu quitter les Phillies, dans le sens où il avait l'air bien là, puis tu regardes le gars lancé, il est fait pour être à Philadelphie. Il y a quelque chose, sa vibe fit avec Philadelphie, je sais pas, c'est pas très scientifique comme affirmation, mais je le regarde lancer, je me dis ce gars-là est parfait pour Philadelphie, comme Nick Castellanos qui est parfait pour Philadelphie aussi, mais je regarde ça puis je trouve que c'est du bon travail pour les Phillies qui, sans s'améliorer, ramassent un gars de très grande qualité pour un salaire beaucoup moindre que ce qu'il aurait pu avoir sur le marché. Pour moi, c'est très bien fait pour Dave Dombrowski à ce niveau-là et j'ai hâte de voir, ça va prendre quelque chose d'autre. C'est un peu comme les Yankees l'an passé, dans le sens où, quand on a signé Aaron Judge, ça allait prendre le deuxième mouvement, qui a finalement été Carlos Rodon. J'ai hâte de voir qui va être ce deuxième mouvement pour les Phillies-là, parce qu'il manque encore un petit quelque chose pour atteindre le niveau des Braves, et je sais pas encore qu'est-ce qu'on va aller chercher, mais je pense que les Phillies sont encore à surveiller, même après avoir acquis Aaron Nola. Moi, je pense que ça va passer du côté de la rotation parce qu'en offensive, on a toutes les armes qu'il faut. On a de la vitesse, on a des gars qui peuvent frapper contact et Dieu sait qu'on a de la puissance et des gars qui se rendent sur les buts. Shout-out à Lead-Off King, Kyle Schwarber, qui frappe pour 190, mais qui frappe quand même comme 46 circuits comme le premier frappeur de la rotation. Mais moi, je regarde un peu ce qui se passe du côté des Brewers de Milwaukee. On est en train d'un peu de vider le club en ce moment parce que on n'a pas réussi à aller chercher, à concrétiser notre potentiel. Là, Brandon Woodruff est maintenant un joueur autonome. Est-ce que Corbin Burns pourrait suivre éventuellement dans une transaction et peut-être quitter Milwaukee? Moi, je pense que c'est là peut-être la prochaine cible à aller chercher. Si on peut avoir un top 3, Wheeler, Nola et Corbin Burns, mon Dieu, attachez vos trucs dans l'Est de la nationale parce que ça va jouer du gros baseball, surtout avec les Braves d'Atlanta et les Mets de New York qui vont être un peu en reconstruction après leur année financière et sportive assez déficitaire, mettons. Soyons gentils. Mais moi, tu vois, tu parlais de lanceur, puis Corbin Burns, ce serait une prise parfaite pour les Phillies. Mais moi, une chose que je remarque avec les Phillies, c'est souvent quand on arrive en série, le noyau de releveurs en qui on fait confiance est assez mince. Pour moi, s'il y a un joueur qui doit être au sommet de la liste de priorité, c'est Josh Hader. Josh Hader... Ancien Brewer, soit en passant. Ancien Brewer aussi, qui s'aide Corbin Burns, est peut-être le meilleur releveur des majeurs aussi, Josh Hader. Tu l'amènes en 9e manche, je te confiance, et tu t'évites le trouble d'amener Craig Kimbrell en 9e manche, qui est absolument fini. On a quelques bons releveurs comme aux Alvarado, et ce que j'aime aussi, c'est que les Phillies n'ont pas peur d'aller chercher des gros gauchers qui lancent fort. On a Alvarado, on a aussi Gregory Soto qui est un peu dans le même moule. C'est le genre de gars que les Phillies aiment et c'est le genre de gars que les Phillies savent comment tirer le meilleur de ces gars-là. Je pense que Josh Hader, ce serait un fit parfait pour les Phillies et j'espère qu'ils sont déjà en contact avec ça. T'es constant dans ton analyse des choses avec les Phillies. Ça fit avec les Phillies, ça fit avec la culture. Je sais pas, c'est Nick Castellanos, je pense qu'il l'avait dit, c'est if you don't like Philly, then get the fuck out of here. Et pour moi, Josh Hader, c'est parfaitement ça. C'est vrai je le mets à Philly, puis je l'entends me dire ça. Tu sais, un tantinet baveux, bad boy un peu, là. Tu sais, qui fit avec la fanbase. Les Phillies, les Flyers des années 70, là. Les Broad Street Bullies. Philadelphie, c'est nous contre le monde, puis tu vois, Joe Hader s'inscrit parfaitement là-dedans, puis je places sont de même, là. Détroit aussi sont de même. Detroit versus everybody. Sauf que l'affaire, c'est que même Détroit sont contre eux-mêmes. C'est juste ça le problème. Ouais, c'est ça la différence. Everybody inclut eux-mêmes. Ça, les boys, c'est un des gros sujets. La raison, justement, que je dis pourquoi c'est un des gros sujets de la saison morte de la MLB, ben c'est parce que on a quand même nul autre que Shohei Ohtani aussi qui, en ce moment, est au beau milieu du plus gros derby qu'on a en ce moment dans le sport professionnel. Du côté des Dodgers, on est assez agressif pour ce qui est de Ohtani. Puis on commence aussi un peu aussi à regarder s'il y a peut-être une transaction du côté de Mike Trout qui peut se passer aussi. On peut bâcher aujourd'hui sur les Angels, là, comme dans le bon vieux temps, comme dans les premiers épisodes de la triple menace. Aujourd'hui, on parle contre les Angels parce que, les gars, ça se pourrait qu'on n'ait ni Ohtani et ni Mike Trout. C'est une possibilité. Shohei Ohtani, je pense que c'est clair comme de l'eau de roche que c'est terminé. Mike Trout, je suis pas encore sûr parce qu'il reste encore, c'est quand même encore un très gros contrat pour à transiger de ce côté-là.
on va mettre un peu en contexte, c'est l'informateur Hector Gomez qui est assez bien branché dans le baseball majeur, surtout dans ce qui est dans le marché international un peu du baseball majeur, qui a sorti la rumeur cette semaine qui disait que les Dodgers de Los Angeles, on savait qu'elle allait être super agressive pour Shohei Ohtani, ça c'est pas vraiment une surprise, mais essayerait, et là je dis bien essayer, c'est ça le mot important ici, essayerait d'aller chercher aussi Mike Trout dans un échange, en échange de plusieurs, de l'enclos quasiment des espoirs des Dodgers de Los Angeles au grand complet. À cette heure, est-ce que ça va se passer? Ça m'étonnerait que Art Moreno, du côté des Angels, ait donné le joueur de franchise par excellence à leur rival direct et quasiment son voisin à côté. Il y a aussi l'aspect financier un peu, parce que maintenant, il y a bien une taxe de luxe à un moment donné à respecter. Je veux bien croire que les Dodgers, à un moment donné, aiment ça acheter. Ils sont un gros marché. Ils aiment le prouver, mais maintenant, il va bien falloir essayer de calmer le jeu un peu. Je pense pas que Mike Trout, ça va être fait, mais c'est sûr que Shohei Ohtani, c'est la priorité de tout le monde qui peut se le permettre. Et les Dodgers, quand on pense à un club qui peut se permettre n'importe quoi, ben c'est bien eux. Surtout dans les dernières années, il y a beaucoup une grosse vibe Yankee des années fin 90, début 2000. Là. Puis je pense que avec le fait qu'on n'ait pas gagné de championnat sur une saison de 162 matchs, voilà la vraie nuance, au lieu d'une saison bulle de 60 matchs comme en 2020, je pense que ça pousse encore. On est encore fâchés du côté des Dodgers. Je pense qu'on veut mettre les couilles sur la table pour lancer un message à tout le monde qui souhaite aller chercher Shohei Ohtani. Il va peut-être gagner 130 matchs, mais il va se faire peut-être balayer en série de championnat contre genre les Reds de Cincinnati. Parce que c'est les Dodgers. Comment on respecte l'Ohio? Tu parlais de la taxe de luxe tantôt, puis c'est une chose de signer Shohei Ohtani dans le sens où le salaire de Trevor Bauer, qui était, si je ne me trompe pas, c'était 36 ou 37 millions par année, sort des livres cet hiver. Donc, cet argent-là, on peut juste le réallouer à Ohtani et mettre un peu plus que 36-37 millions par année, parce que Shohei Ohtani va gagner plus que 36-37 millions par année. C'est de l'argent qui se replace bien dans le sens où on s'approche pas beaucoup de la taxe de luxe en faisant ça. Mike Trout, par exemple, c'est une autre paire de manches. Parce qu'aller chercher Ohtani et Trout, grosso modo, c'est 85-90 millions que tu ajoutes à ta fiche de paye par année. Et Mike Trout, aussi bon soit-il, Mike Trout est bon en santé, mais Mike Trout n'est pas nécessairement très bon pour rester en santé ces temps-ci. Mike Trout est un excellent joueur et je n'enlève rien à sa carrière, mais son contrat en ce moment est en train de devenir un boulet dans le sens où il joue jamais. On a des doutes sur le fait qu'il y a peut-être des maladies dégénératives par rapport des blessures dégénératives, et ça lui coûte des matchs, des blessures au système nerveux, c'est dangereux. Et Mike Trout dans le dos, je pense. Hein, dans le dos, j'étais pas sûr, mais c'est ce que j'avais aussi. Mm-hmm. C'est des blessures au système nerveux, puis ça peut vraiment faire dérailler une carrière. Si tu vas chercher Mike Trout et tu réalises que Mike Trout n'est plus en mesure de jouer après une demi-saison, c'est beaucoup d'argent que tu payes pour un gars qui, au final, ne contribue pas au succès de ton équipe. Encore là, sans rien enlever au gars, je pense qu'il est bien avec les Angels aussi, même s'il gagne pas nécessairement, et j'ai de la misère à le voir quitter pour des raisons salariales, mais aussi pour des raisons personnelles. Je pense pas que le gars va vouloir quitter, et s'il veut rester avec les Angels, il mérite totalement de rester avec les Angels. Parce que Mike Trout est encore sous contrat pour encore 6 autres saisons, en excluant 2024, donc encore 7 saisons pour une affaire comme 37 millions. Et Despoussières encore deviendra joueur autonome en 2031 à l'âge de 39 ans. C'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'on l'a. Le contrat est bon jusqu'à 38 ans. Est-ce qu'on veut répéter la même erreur que, mettons, Anthony Rendon, qu'on voit justement du côté des Angels, qui est en train de même plus jouer, qui se cherche littéralement à pas jouer puis à être payé pareil. C'est lui donner sa slam. C'est lui donner... Ouais. Un petit peu plus cher, mettons, mais ça... Ouais, c'est lui donner sa slam, mais avec le salaire de Zach Levine. Je t'ai quand même précisé en ce moment, les Blue Bombers de Winnipeg viennent de marquer. Donc maintenant, le score est de 23-21 pour les Blue Bombers au moment qu'on enregistre ça. On continue. Écoute, on va surveiller justement ce qui se passe du côté de la Ligue canadienne de football. On va venir peut-être un peu sur le hockey parce que il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. On parle beaucoup de Carl Tremblay dans la province et avec raison.
probablement le sujet numéro 2 qui s'est fait jaser un petit peu plus, c'est les Kings de Los Angeles et qui est les nouveaux Nordiques de Québec qui viendront jouer et qui viendront passer une partie de leur camp d'entraînement du côté de la vieille capitale. Premièrement, on en pense quoi? Je pense que ça a été dit en long et en large, c'est une mauvaise décision. Moi, je crois que éventuellement, que ce soit, je pense pas que le gouvernement va faire, mais je pense que si on se rend compte à quel point ça fait de la controverse, je pense que les Kings viendront pas. Moi, je pense que au rythme que ça va, plus les jours avancent, plus il y a des détails qui ressortent que ça fait encore moins socialement accepté. Je pense qu'éventuellement, les Kings viendront pas. Je pense que le projet va mourir à l'eau avant que ça se passe l'année prochaine. Mais j'avais envie de jouer avec un jeu avec vous autres. Les boys, vous êtes nommé ministre des Finances. Félix, t'es nommé ministre des Finances. Emilio, t'es nommé ministre des Finances du El Salvador, ce qui accompagne aussi avec le titre de président roi général de l'armée et peut-être secrétaire une fois aux 2 semaines. Si on vous donne 5 à 7 millions, arrondissons à 6, mettons 6 millions chaque, essayez de trouver une dépense aussi inutile, avec aussi peu de retombées et peut-être aussi controversé que l'argent de François Legault pour les Kings de Los Angeles. Épatez-moi. Essayez de me trouver quelque chose, là, un conseil qui ferait en sorte qu'on pourrait nommer une meilleure décision que ça. Moi, tu vois, je vais rester dans le thème du hockey. Je me dis, si on veut mettre de l'argent dans le hockey, François Legault le dit, on aime le hockey au Québec, et je suis d'accord avec ça. On aime le hockey au Québec. Cet argent-là va rester dans le monde du hockey. Mais à la place de le donner aux Kings de Los Angeles, je reviens dans le temps de 2 ans. Je contacte Jeff Molson. Je lui donne 6 millions. Je dis avec cet argent-là, garde-moi Philippe Danault. Donne-moi cet argent-là, ramène Philippe Danault à Montréal à la place. Problème réglé. Tu gardes Philippe Danault. J'ai beaucoup de misère avec ça parce que même si on lui avait donné... Mettons dans un scénario où Marc Bergevin n'embarque pas dans ses émotions et ne signe pas Brendan Gallagher au contrat qu'il est présent. Mio, je vois un peu ta réaction. Mettons que Marc Bergevin a décidé de... On met les sentiments de côté, on reste pragmatique, on reste cartésien, on reste mathématique. Ce n'est pas une bonne décision de donner, même avec les années de service. Moi, j'ai bien de la misère parce que dans le sens que LA aurait juste même pas eu besoin d'égaler l'offre du Canadien. Aurait juste été un peu en dessous. Philippe Danault aurait pris l'option des Kings. Philippe Danault, selon moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne connais pas Philippe personnellement ou même des membres, des proches ou même sa famille. Moi, je sentais un gars qui voulait quitter Montréal. Même pour... pas une question d'argent. Fait que même à ça, je pense que Philippe Danault voulait partir. Je pense que, sans dire que la relation était brisée, je pense qu'on était dû pour un changement d'air, puis on regarde avec ce qui se passe du côté des Kings. Il est heureux, il va bien, il est pas obligé d'être le centre de l'attention. C'était un peu le capitaine un peu honoraire, un peu parce que le fait que c'était le vétéran québécois du club, donc c'était lui qui répondait peut-être un peu plus à la population, un peu comme Samuel Piette fait avec le CF Montréal. Fait qu'il n'y a pas ce rôle-là du côté de Los Angeles. Fait que d'après moi, je pense que même si on voulait donner cet argent-là, ça n'aurait pas arrivé. Philippe Danault serait quand même un membre des Kings de Los Angeles aujourd'hui. Ah oui, non, mais tu vois, puis je te dis pas que c'est avec l'argent public que Jeff Molson aurait signé Philippe Danault, mais tu me dis, honnêtement, tu veux garder une dépense dans le monde du hockey, je pense que Philippe Danault aurait rapporté plus de retombées que 2 matchs préparatoires. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Ou on n'aura probablement pas l'alignement final du premier jour de la Ligue nationale de hockey. C'est ça qui est un peu désastreux. Moi, pour ma part, si j'étais dans les pieds de mon ministre local, Félix et moi, on a le même ministre local, Badoy, qui est nul autre que le ministre des Finances, si je dis pas de bêtises, Éric Girard. Si on était pour prendre sa place, moi, ce 6 millions de $-là, je l'utilise, je cogne à la porte Danny Larouche et Joël Anthony, puis je dis « Hey, créer la prochaine superpuissance de la Ligue d'élite canadienne de basketball. » Voici 6 millions pour vous. Allez chercher des petits joueurs pendant l'été, des bons petits joueurs de calibre NBA. Faites que, s'il vous plaît, à Montréal, on puisse avoir une équipe qui
qui fonctionne bien sur le court. L'année passée, avec l'Alliance, on avait eu une nette amélioration par rapport à la première année qui était désastreuse aussi. Mais c'est une année typique d'une équipe d'expansion dans n'importe quelle ligue professionnelle. Les Golden Knights font dire que non. Je m'en fous. Ils ont-tu gagné la coupe? Non, ils l'ont pas gagné. Les motherfuckers sont rendus after. Ils l'ont pas gagné. Ça, pour dire, moi, mon rêve le plus fou, c'est que cet argent-là, ça aille à l'Alliance de Montréal puis qu'on puisse gagner une coupe. En plus, ça serait en sol canadien. Fait que en sol canadien, en sol montréalais. Ce qui fait que c'est encore plus fantastique parce que la finale de la Ligue des Ligues canadiennes de football se joue à Montréal. Fait qu'en plus, on aurait une équipe championne à Verdun. Ça serait-tu pas assez incroyable? Ben, écoute, t'as pas joué à l'école secondaire. Va voir Annie Larouche puis achète-toi un poste dans l'Alliance de Montréal. Oh my God, ça serait la plus grosse perte. Hey, ça serait encore plus inutile, je pense. Je pense que j'aurais c'est ça le but, faut trouver quelque chose qui est encore plus inutile. Je pense que j'aurais eu un S+ avec ça, là. Grâce à ça, là, je pense que c'est encore plus inutile, puis j'aurais jamais pensé à ça. Well done, Pop, là-dessus. Écoute, moi j'avais pensé à 3 options pour à peu près 3 sports différents. Moi, là, j'ai été inspiré par le Grand Prix de Las Vegas. Félix, tu l'as écouté, je pense, en plus ce matin. C'était une première expérience, la strip, let's go. Moi, je dis, là, on bloque le pont Jean-Cartier, puis on fait un Grand Prix de quadriporteur électrique. Ça serait épique. Une course d'accélération de quadriporteur électrique sur le pont, que ça bombe un peu, là. Avec les lumières autour, on se créerait quasiment sur la strip à Las Vegas. Moi, ça serait mon choix numéro 1. Numéro 2, mettons au soccer, on voit le CF Montréal qui cherche encore un entraîneur. Hernan Losada qui a été remercié gentiment. Pourquoi pas ramener une ancienne gloire comme nouvel entraîneur? Pourquoi pas essayer de signer Jimmy Briand comme nouveau coach CF Montréal, après avoir échoué comme joueur, moi, je pense qu'on pourrait l'essayer. À 6 millions de dollars, je pense qu'on pourrait le convaincre de devenir le nouvel entraîneur du CF Montréal. Et finalement, pourquoi pas aller dans le bling, aller dans le tape à l'œil, aller dans ce qui est beau un peu. On met une statue en or au stade olympique. Et je dis une salle en or de Jeffrey Loria juste pour remercier son impact sur la capitale montréalaise. Juste pour... Non! Hey, si ça arrive, tu peux être sûr que je suis le premier au stade olympique pour la déboulonner, cette statue-là. Hey, je pense que je serai pas tout seul à vouloir la déboulonner. Écoute, moi, c'est de l'argent au feu, ça. C'est horrible. Donc, vraiment, là, excusez-nous, là, il y a eu un petit problème technique avec l'enregistrement, mais juste pour mettre fin un peu à ce bloc sur l'argent des contribuables qu'on dépense inutilement, moi, à la toute fin, une mention honorable, moi, je donnerais l'argent à la PWHL pour qu'elle fasse une firme de marketing beaucoup moins paresseuse pour avoir des meilleurs jerseys que ça. Marc-Antoine, de quoi qui sécure ça? Les Alouettes gagnent! Les Alouettes gagnent! De quoi? Gagnent! Let's go! Is this really happening? Je sais que Félix... L'équipe de Montréal qui gagne! Non, c'est pas vrai, là. C'est un fever dream. C'est pas vrai, là. Les fucking Alouettes qui gagnent. Oh my God! Sur la dernière drive du match. Hey, Marc-Antoine, de quoi? Quel homme? Mais Cody Fajardo... Non, vas-y, Félix. Non, mais Mio, peux-tu juste me rappeler quelle université pour Marc-Antoine de quoi? Il est allé dans l'une des 2 seules équipes éligibles au RSEQ. Si c'est pas le Rouge et Or, c'est l'autre équipe de la Ligue qui est l'Université de Montréal. C'est pas l'UQAM? Ah non, attends, oui. Mais non, de quoi il est allé à l'UDM, je te niaise. Non, c'est ça, je suis comme un peu. Non, mais c'est ça, il me semble qu'il est allé à l'Université de Montréal juste avant. Là. Oui. We're the fucking champs! Oh, man. Hey, shout-out à tout le monde qui ont mis d'argent sur mise au jeu pour une victoire des Alouettes. Vous êtes les vrais MVP aujourd'hui. Hey, non, mais shout-out aussi si vous l'avez fait contre Toronto et contre Winnipeg, parce qu'honnêtement, les vous êtes riches. Incroyable, hein? Votre argent en ce moment, ça va pour un match de hockey, dites-vous ça. Ça va payer 3 bières au centre Vidéotron pour les matchs hors concours des Kings de Los Angeles. Mais oh my God! Il y a comme 13 ans de ma vie qui vient de passer en flashback. Là. Shout out Anthony Calvillo, Ben Cahoon, tout le... Dis-toi qu'il y a du monde sur cette planète qui ont 13 ans. Dont Félix probablement, parce que Félix a clairement 13 ans, même s'il prétend avoir, dans le début vingtaine, il a clairement 13 ans. Puis d'étudier à l'université. Oui. Mais
En tout cas, on va revenir un petit peu plus tard peut-être sur une dernière mention justement des Alouettes, peut-être un peu plus tard à la fin de l'émission. Je voulais te parler un peu pour continuer un peu le bloc hockey un peu. On reviendra un peu sur la semaine du Canadien qui vient de connaître et sur ce qu'ils vont connaître dans les prochains jours. Mais les boys, le Patrick Kane Watch est amorcé, mesdames, messieurs. ESPN, Emily Kaplan de ESPN a fait un article récemment là-dessus. On s'attend peut-être dans les prochains jours à voir enfin Patrick Kane qui va annoncer peut-être sa prochaine destination. On savait qu'il voulait revenir un peu pour les Rangers de New York après les séries désastreuses qu'il a connues l'année passée. Mais écoute, c'est du côté des états-majors des Rangers, on veut pas revenir. C'est encore un gamble parce que, tu sais, veut pas, même s'il sort d'une opération Patrick Kane, c'est un peu un gamble, un peu comme Mike Trout, un peu, on a mentionné tout ça. Mais là, il y a quelques équipes qui sortent un peu du lot pour peut-être aller chercher Patrick Kane. L'Avalanche du Colorado, le Lightning de Tampa Bay, les Sabres de Buffalo, moi, je veux que Patrick Kane retourne à la maison comme LeBron James est retourné pour la deuxième fois avec les Cavs de Cleveland au milieu des années 2010. Moi, je veux qu'il retourne à la maison. Mais, et ça, Emily Kaplan de ESPN l'a mentionné aussi, moi, je veux les Panthers de la Floride. Moi, je veux les Panthers de la Floride. Spicy. Ça serait, moi, selon moi, ça serait une excellente destination. Je pense que le fit est parfait pour les Panthers de la Floride et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on vient de se sortir un peu on est un peu chanceux du côté des Panthers de la Floride parce que c'est samedi soir contre les Ducks d'Anaheim, Alexander Barkov qui quitte le match après une collision genou contre Jackson Lacombe des Ducks d'Anaheim. On se rend compte finalement, c'est pas si pire, on va s'en sauver du côté d'Alexander Barkov. C'est une blessure qui sera au jour le jour, il n'y aura pas d'opération. Imaginez un premier trio, Matthew Tkachuk, Alexander Barkov, Patrick Kane. Comment ça serait sale? Ça serait très, très sale. Oui. Mais moi, tu vois, tu parles de Patrick Kane, puis il y a quand même juste un petit bémol que je vais amener sur Patrick Kane, parce que ça reste un joueur extrêmement talentueux, mais on parle de gars qui vient d'avoir une grosse blessure à la hanche, on parle de hip resurfacing, j'ai pas le nom français malheureusement, mais c'est la même blessure qu'a subi, la même opération qu'a subi Niklas Backstrom l'an dernier ou l'autre année d'avant. Il y a 2 ans, là, où qu'on pensait il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et Niklas Backstrom est revenu à jouer une trentaine de matchs et sa carrière est terminée. Et évidemment, je souhaite pas ça à Patrick Kane. Puis même encore, je vais même t'ouvrir une autre parenthèse, c'est que même après l'opération, on n'était même pas sûr si Niklas Backstrom allait revenir. Puis finalement, il est revenu 30 matchs. Puis, Mais puis, Félix... Non, mais le fait que ces doutes-là soient disparus, le fait qu'on n'a pas de doute que Kane va revenir, fait en sorte que je pense quand même qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit en mesure de jouer d'ici la fin de la saison. Mais je ferais quand même attention. On n'aura pas le prime Patrick Kane des Blackhawks qui va venir rejoindre cette équipe. Mais on va avoir un Patrick Kane incommodé. Félix, la question que j'ai pour toi, est-ce que là, pour Patrick Kane, tu commences à utiliser le mot qui commence en W? Le mot W. Non. Le mot pas wash. devant moi. Tu vas pas me dire que Patrick Kane est washed, là. Tu vas pas dire ça. Non? OK, parce que je commençais à entendre peut-être un peu ça de la bouche de Félix comme quelque chose d'un petit peu sous-entendu. Puis que Patrick Kane n'est peut-être plus la même arme offensive qu'il était... Patrick Kane, à ce stade-ci de sa carrière, c'est une arme offensive qui est différente. C'est plus un gars qui va marquer une tonne de buts. C'est plus un gars qui va nécessairement être capable de se défendre dans sa zone. Parce que jamais été un grand joueur défensif, là, il est rendu épouvantablement nul. Mais ça reste que Patrick Kane est un excellent fabricant de jeu encore à ce stade-ci de sa carrière. Et s'il est bien placé dans de bonnes conditions, ça peut fonctionner. Je pense qu'avec les Panthers, un rôle qui serait parfait pour lui, c'est de le placer sur un rôle sur l'avantage numérique, pas un spécialiste de l'avantage numérique, mais quelque chose dans ce genre-là, parce qu'on connaît le style de Paul Maurice. Paul Maurice veut que ses 4 trios soient hyper offensifs sur l'échec avant. Patrick Kane n'est pas exactement un expert de l'échec avant, et surtout en revenant d'une grosse blessure à la hanche. Mais je pense qu'il y a quand même un rôle pour lui, un peu, sans dire que c'est exactement la même chaise qu'occupait Jonathan Huberdeau. C'est quand même un gars qui a les qualités de fabricant de jeu qu'on a vu un peu dans le même style avec Huberdeau, qui a connu des super bonnes saisons en Floride. Ce serait à un niveau moindre, mais je pense quand même que Patrick Kane peut aider cette équipe-là. La question aussi, c'est de trouver comment on peut faire fitter ça au niveau salarial, parce que cette équipe-là est très, très,
très à côté sur la limite salariale. Donc, j'ai hâte de voir comment les Panthers seraient capables de faire ça. Mais Bill Zito est très agressif, connaît Patrick Kane quand les deux se sont côtoyés au championnat du monde, je crois, en 2017-2018. Les deux gars se connaissent bien et Bill Zito est très agressif. Ça fait des semaines et des semaines qu'on sait qu'il est agressif pour le signer. Ça va être les Panthers vont vraiment être surveillés et je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Il va y avoir d'autres équipes, mais les Panthers ont faim et ils veulent aller chercher Patrick. Puis moi, ce que j'aime, tu as parlé de Paul Maurice qui amène un style de jeu qui est dur et qui demande beaucoup à ses joueurs. On l'a vu dans les dernières séries éliminatoires. Pour être efficace, ça prend beaucoup de sacrifices. Mais tu regardes les Panthers de la Floride qui, je rappelle, n'ont toujours pas joué de match avec Brandon Montour et Aaron Ekblad dans leur alignement. Leurs chiffres défensifs sont quand même excellents, même dans les tops de la Ligue. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est pas parce que c'est Sergei Bobrovsky qui continue à connaître ses succès comme en séries éliminatoires. Il fait le travail, mais c'est tout. Il fait ce qu'il a à faire, puis c'est pas lui qui carry son club. Les chiffres défensifs des Panthers sont excellents. Et là, tu ramènes un Patrick Kane. Là, tu lances un message à la Ligue nationale que les Panthers de la Floride, malgré le fait qu'ils ont eu une longue et douloureuse run jusqu'en finale de la Coupe Stanley l'année passée, n'auront pas de lendemain de veille. Ils vont s'essayer quand même pour aller chercher retourner même en finale de la Coupe Stanley et peut-être ils ont attrapé le Chris Paul syndrome qui sont addicted au final de la Coupe Stanley. Ils sont accros en finale. Mais puis pour conclure, pour la Floride, on a parlé que Patrick Kane, c'est peut-être pas le gars qui va mener ton offensive, qui est plus le gars à son prime en avant. Mais si tu as un joueur de centre comme Alexander Barkov, qui est probablement... Tu sais, on parle beaucoup de Sean Monahan qui rend tout le monde meilleur autour de lui depuis le début de la saison, depuis même qu'il est arrivé à Montréal. Alexander Barkov, c'est ça, mais puissance 10. Ouais. Tu vas mettre... Puissance 1000. Puissance 1000. Exceptionnel. Tu vas mettre n'importe qui, il va trouver à produire. Il est tellement intelligent, il fait tellement bien paraître tout le monde. Fait imagine Patrick Kane avec un joueur de centre comme Alexander Barkov qui sera revenu en santé. Moi, je veux ça. Mais je veux aussi qu'il signe à Buffalo. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Hey, si Brendan Gallagher et Tanner Pearson peuvent rouler avec Monahan, Patrick Kane avec Alexander Barkov, je suis pas trop inquiet que les points vont venir. Est-ce qu'il pourrait tourner un point par match? Oui. Ça, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. OK, non, je veux attendre ça. Okay. Go. Moi, je suis pas sûr. Écoute, on est dans l'ère la plus offensivement productive depuis le milieu des années 90. Je dis pas que il y a aucune valeur, tu sais, mais faire 80 points en 2023, c'est beaucoup plus facile de faire 80 points qu'il y a 10 ans. Moi, je dis que dans une LNH aussi offensive que ça, c'est possible pour Patrick Kane, malgré l'âge avancé qu'il a, de se maintenir autour. Peut-être pas le traverser, mais autour du point par match. Moi, je crois que c'est faisable. Mettons qu'il revient vers la fin du mois de décembre, début janvier. Ça y ferait mettons, une quarantaine de matchs cette année. Je pense que le plafond pour Patrick Kane cette année en 40 matchs, c'est 25 points. Je ne le vois pas faire plus que 25 points. C'est top. Non, mais ce serait quand même bien. Ça reste quand même que tu ramasses un gars au milieu de la rue au mois de décembre, quasiment, ou fin novembre. Tu ramasses un gars dans la rue qui te fait 25 points en 40 matchs. Ça reste vraiment solide. Mais je pense que c'était sa carrière, surtout avec sa hanche qui l'a embêté dans les derniers mois. Il était quand même pas pire à la fin de son parcours avec les Rangers quand sa hanche l'embêtait. Mais c'est une opération qui a des gros risques et je pense que ça va lui prendre un peu de temps avant de se retrouver. Un peu comme on voit Cole Caulfield qui a peut-être un peu plus de misère à marquer, surtout à 5 contre 5 depuis son opération à l'épaule. Sans dire que les deux sont nécessairement liés, c'est aussi de retrouver confiance dans l'épaule de Caulfield ou la hanche de Kane. C'est de retrouver confiance sur une période d'adaptation. Est-ce que Kane pourrait avoir des débuts lents et finir avec une énorme fin de saison? C'est très possible. J'ai pas de misère à le voir. Et peut-être qu'il pourrait être un très gros contributeur en série, parce que là, on pourrait le voir s'approcher du point par match. Mais je pense que ça va être un peu plus difficile pour lui d'ici la fin de la saison régulière. 25 points en 40 matchs, quelque chose dans ce style-là, je pense que c'est pas mal le plafond. Peut-être 30 en 40, peut-être, mais ce serait vraiment, il faudrait vraiment que ça connecte avec Barkov et il faudrait que ça connecte rapidement. J'ai hâte de voir le jour que ça va arriver, lequel de vos takes va avoir le plus vieilli comme du lait. Là, parce que... Peut-être que Patrick Kane ne signera même pas avec les Panthers de la Floride. On fait juste... Peut-être qu'il jouera même pas de la...
Qui sait, peut-être qu'il nous déjà peut-être qu'il paye plein d'autres équipes à aller donner des offres, tu sais, peut-être. Patrick Kane à Montréal, je l'ai collé. C'est-tu vraiment ça qui va sauver ça? Let's go. Je veux pas un autre marchand de powerplay, là, ça va, là. Mais boys, pour terminer un petit peu sur le bloc hockey, on parle beaucoup des Maple Leafs cette semaine et William Nylander et les Maple Leafs de Toronto parce que justement les boys ont joué en Suède cette semaine. William Nylander, ça va bien ses affaires. Mais là, on commence à jaser un petit peu de salaire et tout ça. Puis on va se rappeler aussi que les négociations de contrat avec William Nylander ont été un vrai cauchemar. C'était quoi, il y a 4 ans de ça, je pense? Un bon 4-5 ans, là, où il avait décidé... Il avait été le seul gars du Core 4 qui avait décidé de laisser de l'argent sur la table pour donner une chance à son équipe de s'améliorer. Exact, ça va être absolument horrible. Mais là, on commence à parler justement de valeur. On peut-on commencer à parler du 10, voire même du 11 millions de dollars? C'est tough parce que William Nylander, en ce moment, c'est le meilleur joueur des Leafs. Ça, c'est pas mal sûr. C'est lui qui carry la team. Puis tu sais, William Nylander, depuis que John Tavares est arrivé, c'était comme le 4e du groupe de 4. C'était comme lui qui est un peu plus peut-être silencieux en saison régulière, mais arrivé en série, c'est probablement le gars des 4 qui a été le plus constant dans les séries éliminatoires. Là, William Nylander, en ce moment, on parle d'un gars qui a récolté des points à chacun de ses 16 premiers matchs de la saison. Le record pour la plus longue séquence de la sorte dans l'ère du cap salarial, c'est 22 avec Danny Hitley en 2005-2006. C'est juste montrer à quel point William Nylander... by the way. Quoi? Hashtag 50 in 06-07 pour Danny. Oh mon Dieu, quel throwback tu m'amènes là. Mais William Nylander, 25 points en 16 matchs, a récolté des points dans tous les matchs. Et là, on regarde ce qu'il fait en Suède, son pays natal. On vient de sortir d'une performance où les Maple Leafs ont gagné 3-2 cette semaine. William Nylander a 3 points sur les 3 buts. Ce qui fait en sorte que ce gars-là, à chaque match, on dirait qu'il gagne la valeur. Et là, on se ramasse avec un joueur qui semble de plus en plus dirigé, avec un cap salarial qui va monter en plus. Il va péter le 10 millions, je suis pas mal certain. On semble avoir bon espoir qu'il va revenir avec Toronto. À cette heure, qu'est-ce que Toronto va faire avec ça? Parce que si on ajoute Nylander, Matthews, Marner, Tavares, même Morgan Riley, qui est quand même la pièce centrale en défensive, si on met, mettons, 10,5 millions pour William Nylander et t'additionnes tout ça à un cap salarial qui devrait augmenter à 87-88 millions de dollars la saison prochaine, mais on se retrouve avec 5 joueurs qui occupent à peu près 60% du cap salarial. C'est absolument atroce. Les Maple Leafs, aussi bien, autant qu'ils veulent garder William Nylander, autant que ce gars-là a donné de l'excellent service à cette équipe-là, t'as une fourchette en plein milieu de la rue, t'as 2 choix possibles. Est-ce que tu répètes les mêmes erreurs que dans le passé? Est-ce que tu deviens vraiment fou? Et est-ce que tu empruntes la même voie? C'est on donne toute la majeure partie de notre argent à 4-5 gars et la profondeur, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ou on se libère d'un gros contrat, malgré le fait que c'est une pièce importante. Peut-être même à le perdre pour un rien l'été prochain. Est-ce que peut-être la voie est de l'échanger à la date limite des transactions ce printemps? Je ne sais pas. Mais là, les Leafs ont l'occasion de ne pas répéter les mêmes erreurs. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté de Brad Sheffield. Moi, j'ai de la misère à penser qu'on va l'échanger, considérant que je pense que les Maple Leafs vont être au plus fort de la course pour les séries. Mais en même temps, tu disais, est-ce que les Maple Leafs vont prendre la décision de le garder ou non? Peut-être que Nylander va prendre la décision pour eux en se sortant un peu de la fourchette de prix que les Maple Leafs se permettent. Ouais. Parce que moi, je m'excuse, tu regardes la saison de William Nylander en ce moment, je vois pas... Nylander aurait un très bon argument pour demander l'argent de Mitch Marner. Parce que William Nylander joue du meilleur hockey. Il joue du meilleur hockey que Mitch Marner cette année et c'est pas particulièrement proche. Nylander, en ce moment, il y a peut-être juste Matthews qui est devant lui comme meilleur attaquant des Maple Leafs et encore là, je dirais que c'est débattable. Je pense que Matthews est un peu plus complet, mais Nylander a une saison qui est tout aussi solide, sinon meilleure qu'Austin Matthews. Et ça fait en sorte que ce gars-là est en train de se magasiner un sacré contrat
peut-être que les Maple Leafs pourront simplement pas le payer. Tu parlais de 60%. Si signer Nylander, ça t'amène à 65% de ton cap salarial, par exemple, ça devient complètement irréaliste de le signer. Peut-être que c'était une erreur pour eux de ne pas le signer plus tôt quand ils demandaient 9.5 ou même 10. Nylander, si je me trompe pas, il y a presque déjà plus de points cette saison que l'année où est-ce qu'il revenait. Il avait signé son contrat en retard qui était 2017-2018, je crois. À 2 points près. À 2 points près. Je pense que 25 contre 27. C'est ça, puis il y a déjà plus de buts, je pense. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Nylander a déjà quasiment une meilleure saison que son année où est-ce qu'il revenait de ses négociations salariales. Et on est même pas au quart de la saison. C'est vrai, je l'ai toujours trouvé sous-estimé. Et là, il est finalement en train de montrer à tout le monde que c'est pas juste le 4e morceau du Core 4, c'est un morceau intégrant de ce Core 4. Peut-être même le premier, là. En ce moment, il est le premier. En ce moment, c'est le meilleur. En ce moment, c'est le meilleur. Et les Maple Leafs n'auront peut-être pas d'autre choix que de le laisser partir s'ils sont pas capables de le payer à sa juste valeur. Et si Nylander arrive sur le marché comme de loin le meilleur joueur autonome en disant « je veux 12 millions par année », il va trouver une équipe qui va donner 12 millions par année. Les Maple Leafs vont devoir trouver l'argent pour le garder et je sais pas à quel point c'est réaliste de penser que ça va être possible quand tu regardes son début de saison en ce moment. Puis, comme je l'ai mentionné, William Nylander a déjà mis de l'argent de côté pour essayer d'aider son équipe. Il ne fera pas une deuxième fois. Non, puis surtout que Marner, Matthews et Tavares n'ont pas laissé d'argent de côté. Matthews est devenu le plus haut salarié de la Ligue. Marner n'est pas très loin derrière, puis Tavares n'a pas exactement signé à rabais non plus. Pourquoi Nylander, qui a déjà signé à rabais, signerait une autre fois à rabais? Non. Nylander, c'est impossible. Et il a raison d'aller chercher son argent. Il l'a déjà fait, il a déjà sacrifié une fois. À un moment donné, ça va faire d'être celui qui sacrifie toujours pour l'équipe. Tom Brady l'a fait parce que c'est Tom Brady. Mais Nylander, s'il veut son argent, je pense que personne ne va le blâmer. Évidemment, il va devenir la bête noire à Toronto s'il fait ça, mais il fait bien. Oui, mais comme si l'équipe ne gagne pas, là, pour de vrai. Là. C'est ça. Ouais, si l'équipe gagne pas, tant pis, va voir ailleurs, peut-être que tu vas avoir l'argent que tu veux et tu vas être dans une bonne situation pour gagner. Puis tu sais, je veux dire, ce noyau-là, puis cette équipe-là, on est rendu quoi, à la 7e, 8e saison de ce noyau-là qu'on... Tu sais, on se dit, hey, ça s'en vient. Ah, l'année prochaine, l'année prochaine. Puis Chris, ça a été à 6e année qu'on se dit, hey, finalement, on passe au 2e tour. Non, on va avoir besoin d'un petit peu plus, je pense, du côté de Nylander si on veut rester à Toronto. N'est-ce pas, les gars? On va en tenir compte jusqu'à la fin de l'état, mais si on me demande ma prédiction, moi, je pense qu'il va revenir à Toronto. Je pense que les deux clans veulent le ramener, mais ça sera à quel prix? Là est la vraie question. Mio, t'avais un petit sujet mystère dans le basketball un peu. T'avais envie de nous jaser un peu de basketball un peu. Exact. De nous laisser un peu le suspense un peu. Exact. Ben justement, j'ai une petite question pour vous autres. Puis honnêtement, c'est une question que je poserais aux plus fins connaisseurs de basketball. La seule personne à qui je pense que je pourrais pas cacher ça serait notre bon ami Liam Hood qui est passé sur le podcast. Je vous recommande fortement d'aller écouter cet épisode-là. Aussi, quelqu'un qui connaît très bien son basketball. Tu parlais un petit peu plus tôt justement d'insérer de l'argent dans des équipes marketing, tout ça. J'ai une question pour vous autres par rapport à la NBA. Savez-vous en ce moment qui sont les meilleures équipes dans le tournoi intra-saison? Moi, je sais c'est qui. Je pense savoir c'est qui. Félix, je veux savoir si tu le sais. C'est pas les Lakers? Les Lakers sont pas 3-0? Les Lakers sont 3-0. Ensuite, connaissez-vous le restant des tableaux des équipes? Le restant des équipes dans les tableaux. Je pense qu'à 3-0, il n'y a pas comme le Jazz de l'Utah aussi? Le Jazz de l'Utah n'est pas 3-0. OK. Je me mêlais soit entre le Jazz de l'Utah ou les Rockets de Houston. Non, malheureusement, même pas les... Fuck, j'étais convaincu de mon coup. Les Rockets sont... Mais tu vois, Mio, je regarde, puis je pense que les Timberwolves, qui sont quand même mon équipe et que je regarde, je pense qu'ils sont dans le même groupe que le Thunder, mais je pense qu'ils sont dans le même groupe que les Spurs aussi. Mais je peux même pas te le dire avec certitude. Je pense que les trois sont dans le même groupe. Les Timberwolves avec le Thunder, les Spurs, est-ce qu'ils sont sûrs ou n'importe quoi? J'adore ce qui se passe en ce moment parce que c'est exactement ce que je voulais. Le tournoi intra-saison, j'arrive pour vous le dire, mesdames et messieurs, ça fonctionne pas. Non, mais non, ça fonctionne pas. Non. Ça fonctionne pas autant que... Tu sais, peut-être que dans 10 ans, ça fonctionne, mais moi, je peux vous dire en ce moment, bon avis, après quelques semaines que ça fonctionne, là, que c'est en marche, ça le fait pas. Puis tu sais, je dis les Lakers ont joué combien de matchs? Ça, vous savez très probablement. Savez-vous combien de matchs les Raptors ont joué? 0. Oh, 1 maintenant.
Oh, c'était contre les Celtics, ce jeu contre les Celtics. Ouais, c'était un bon match, by the way. Qui était un bon match, mais les Raptors viennent de jouer leur premier match. Ouais. Pendant ce temps-là, t'as des équipes comme les Wizards, puis les Spurs qui sont déjà éliminés, comme tout court du tournoi. Mais les Raptors n'ont pas joué leur premier match encore. Mais là, au départ, les matchs se donnaient le vendredi. Mais là, t'as commencé à avoir des matchs qui se donnent le mardi aussi. Ouais. C'est complètement bordélique. Ouais. Puis, ce que j'aime de vos deux réponses, c'est que c'est exactement ce que je voulais comme réponse, justement, parce que on s'en fait pas parler plus que ça. Je veux dire, il y a rien qui est mis en place pour que ça fonctionne bien, parce que c'est justement en plein milieu de la saison régulière, c'est en plein milieu des Dog Days, puis je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je veux dire, OK, à soir, c'est un match intra-saison. Ben, on est mardi, là. Je veux dire, je vais faire autre chose, tu sais. C'est pas comme, hey, c'est pas, par exemple, qu'on avait des tournois olympiques ou des tournois internationaux qui sont soit on bloque du temps pendant la saison, on met la saison en pause pour avoir ça, ou, tu sais, ça se passe pendant la saison morte, mais là, on est pendant la saison, puis ces matchs-là comptent pour les deux. Fait que tu sais plus si c'est un match qui compte en double, donc soit pour la saison régulière et pour l'intra-saison. Fait que j'adore l'interaction que je viens d'avoir avec vous autres, les gars, parce que je peux garantir qu'on a d'autres mondes à la maison, justement, qui sont pas trop au courant de ce qui se passe avec le tournoi intra-saison. Honnêtement, les gens à la maison... C'était quoi la vraie réponse, en fait? Moi, c'est ça qui me gosse depuis 5 minutes, c'est de savoir c'était quelle faute équipe. OK, ben parfait. Parce que, justement, on semble avoir oublié qu'ils sont dans les groupes, puis je vais pas vous fauter, parce que Félix aussi, il y a de la misère à savoir qui est dans ces groupes-là. Donc, pour ce qui est de l'Est, le groupe A est en ce moment mené par les Pacers, qui sont à 2-0, suivi des 76ers à 2-1, et ensuite, on a les Cavaliers et les Hawks à 1-1, et finalement, les Pistons qui sont éliminés à 0-3. Le groupe B dans l'Est, mené par Milwaukee et le Heat, qui sont les deux à 2-0. Les Knicks et les Hornets sont respectivement 1-1 et 1-2, tandis que les Wizards sont éliminés à 0-3 aussi. Le dernier groupe dans l'Est, qui regroupe les Celtics en tête à 2-0, ont aussi les Nets à 2-1, le Magic à 1-1, les Raptors à 0-1, ainsi que les très mid Bulls à 0-2. Maintenant, dans l'Ouest, on avait les Kings les Kings, pardon. Tant qu'à parler des Kings, right? Les Lakers de Los Angeles qui sont à 3-0, qui sont suivis par le Jazz à 2-1. Ensuite, on a les Suns à 1-1, les Trailblazers à 1-2 et les Grizzlies éliminés à 0-3. Ensuite, le deuxième groupe dans l'Ouest, mené par les Pélicans et les Croquettes à 2-1. Les Rockets sont 1-1, puis les Clippers et les Mavericks se partagent la dernière place avec 1-2. Le dernier groupe, qui est mené par les Timberwolves, Félix et les Kings à 2-0, qui sont ensuite suivis de près par les Warriors à 1-1, le Thunder à 1-2, et une fois de plus, éliminés par les Spurs de San Antonio. Voici justement ce que je veux dire. On a 4 équipes qui sont éliminées officiellement, tandis qu'on a d'autres équipes comme les Raptors qui viennent de jouer leur premier match. Puis, je peux être certain qu'il y a des joueurs des Raptors qui, honnêtement, je dirais pas sans contre-calice, mais peut-être ne savaient même pas que c'était un match d'intra-saison. Fait que c'était ma petite intervention du jour. Je vous laisse faire votre constat là-dessus sur le mais écoute, moi, il y a quelque chose... Tu sais, tu parlais comme quoi c'est un match de saison régulière comme les autres, puis c'est pas ça qui retient l'attention. Mardi soir, si je me trompe pas, mardi soir, les Timberwolves ont joué contre les Warriors dans le cadre du tournoi d'intra-saison. Et ce qui a retenu l'attention dans ce match-là, c'est pas la victoire des Timberwolves dans le match d'intra-saison, comme c'est ce qui aurait retenu l'attention dans un match de série. C'est l'altercation entre Rudy Gobert, Draymond Green, Jaden McDaniels, Klay Thompson. C'est quand on a vu quand on a vu Draymond Green étrangler Rudy Gobert par en arrière. Puis honnêtement, genre si j'avais pas su que c'était un match, si le court avait pas été un peu spécial, j'aurais jamais su. Pour moi, c'était un match totalement comme les autres, un match de saison régulière. Moi, j'ai vu Jaden McDaniels puncher un mur puis Rudy Gobert puncher son coéquipier dans un match de saison régulière. Pour moi, c'est juste ce qui se passe dans un match de saison régulière normal. Mais là, tu vois, c'est supposément un match spécial qui veut dire plus. Pour moi, ça veut rien dire de plus. Pour moi, c'est un match du mardi comme d'habitude. Puis, je comprends qu'on veut pas le faire le dimanche parce que la NFL domine et on veut pas le faire le samedi parce que le football collégial domine aux États-Unis. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu le disais. On commence juste les vendredis. Là, on fait ça le mardi. Puis si je me trompe pas, il y a pas une journée où est-ce qu'ils font ça le mercredi aussi vers la fin de la phase de groupe. Très possible. Je pense que c'est le bordel un peu. Puis j'ai pas la solution magique à ça. Mais ça fonctionne pas. Il y a pas d'anticipation qui se crée. Il y a pas de hype autour de ce tournoi-là.
peut-être que ça va venir quand on va arriver en phase éliminatoire, mais je pense que c'est le fait que ce soit aussi des matchs de saison régulière. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un problème, ça s'entrecroise, puis tu sais pas, ça donne, il y a comme pas d'avantage. Je le vois pas, peut-être que je vais finir par le voir plus tard, mais en ce moment, c'est des matchs de saison régulière avec des terrains spéciaux pour moi. C'est rien de plus que ça. Moi, j'aime les terrains. Moi, je fais juste dire que je regarde pas les matchs, mais moi, j'aime les terrains en ce moment. Moi, ça trigger mon cerveau d'enfant de 5 ans. On va conclure l'épisode sur un dernier sujet, encore dans le basketball. Félix, les Timberwolves sont promis dans l'Ouest. Quand tu m'as dit ça aujourd'hui, j'ai été obligé de googler. Not gonna lie. J'ai googlé pour voir si c'était vraiment vrai, à égalité avec les Croquettes de Denver. Ma question à cette heure. On sait à quel point ils sont bons en défensif. On a Rudy Gobert, on a Jalen McDaniels qui sont probablement des candidats pour les joueurs défensifs de l'année dans la NBA. Est-ce que l'offensive peut suivre et est-ce que la défensive, un peu comme les Steelers de Mio, peuvent carry une équipe aussi longtemps? Non, OK. C'est toi qui chasse fire le monde habituellement. Là, c'est nous autres qui chasse fire un peu cette semaine. Non, mais écoute, tu parles des Timberwolves, puis effectivement, la défense est magnifique. Quand on était chez Rudy Gobert, c'est exactement l'objectif qu'on voulait. On a Jalen McDaniels, qui est excellent défensivement aussi. On a Mike Conley, on a Anthony Edwards, qui joue très, très bien défensivement. Et on a même Karl Anthony Towns, qui fait du très solide travail en défensive. Moi, je regarde ça, puis je me dis, je vois pas comment, à moins de perdre Gobert, cette défensive-là va se mettre à piquer du nez en une seconde. Peut-être McDaniels qui pourra avoir cet impact-là, dans le sens où Gobert protège l'intérieur, McDaniels est automatiquement sur le meilleur joueur au niveau du périmètre. Mais quand tu regardes l'offensive, c'est pas parce que l'équipe a une bonne défensive que l'offensive est pas là. T'as Anthony Edwards, qui est l'un des meilleurs jeunes joueurs de la ligue, capable de marquer à peu près à volonté. Et quand Anthony Edwards n'a pas des bons matchs, Karl Anthony Towns est sur un magnifique début de saison. Il vient, je pense, de ses 5 derniers matchs, quelque chose dans ce genre-là. Il est dominant, ça fonctionne parfaitement. On a finalement réussi à caser tout le monde exactement au bon endroit. Je pense qu'il faut pas sous-estimer l'impact d'un gars comme Mike Conley là-dedans, qui, sans être le meneur qui va te marquer 30-35 points par match, est le meneur qui va juste... On parlait de Sean Monahan, d'Alexander Barkov tantôt. Mike Conley est littéralement ce joueur-là pour les Timberwolves. Il joue le rôle de facilitateur pour tout le monde et il le fait de brillante façon. J'aime ce que je vois de cette équipe-là. Et surtout, la différence, c'est qu'il y a une maturité qui a été prise dans le sens où, l'année passée, des matchs serrés, on les perdait. On a joué contre les Pelicans plutôt cette semaine du côté des Timberwolves. Et c'est un match que cette équipe-là devait perdre. Les années passées, les Timberwolves perdaient ce match-là 11 fois sur 10. Et là, tu regardes en ce moment, les Timberwolves sont revenus de l'arrière au 4e quart. On a été gagné ce match-là. Et même après le match, tout le monde l'a reconnu. L'année passée, on aurait perdu ce match-là. L'ambiance est bonne. J'aime ce que je vois. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se construit et c'est très encourageant pour les Timberwolves qui se passe en ce moment. Parce que je regarde aussi ce qui se passe des Timberwolves, puis je pense que l'efficacité is the name of the game, surtout en offensive, parce que si on n'est pas la dernière, on est dans les bas-fonds pour les tentatives de lancer au panier, mais on est quand même 5e pour l'efficacité à peu près 48-49%. Je pense que ça va être ça le point décisif de cette saison-là. Est-ce qu'on peut rester aussi efficace d'ici la fin de l'année, tout en ayant une défensive aussi celle étouffante comme les T-Wolves ont pour l'instant? J'avais dit qu'on allait conclure, mais on m'a fait rappeler dans mon oreille qu'il y avait peut-être un dernier petit sujet qu'on voulait parler. Félix, comme on l'a dit tantôt, tu as regardé le Grand Prix de la F1 à Las Vegas, Nevada. T'en penses quoi? C'était un Grand Prix qui présentait beaucoup de red flags sur papier. Oui, c'était... Qu'est-ce que t'en penses? C'était un Grand Prix et honnêtement, on s'en est même pas caché la Formule 1. C'était pas nécessairement un Grand Prix qu'on faisait pour des raisons sportives, on le faisait pour des raisons touristiques. On voulait vraiment comment faire plus une fête ou un festival au lieu... exactement, on le faisait pour l'argent. Et ça a été... La course, quand tu regardes la piste, quand tu regardes la course, l'idée de faire une course de nuit avec les lumières, c'était vraiment magnifique au coup d'œil. Max Verstappen a gagné parce que c'était encore une journée c'était encore un dimanche. Comme à tous les dimanches, Verstappen a fini par gagner. Mais il y a eu à peu près 47 trucs bizarres pendant la fin de semaine. Tout a commencé quand, pendant la première séance d'essai libre, Carlos Sainz, qui est un pilote pour Ferrari, a roulé sur une bouche d'égout.
qui était mal vissé. Et le circuit n'avait pas été homologué. Ça a fait en sorte qu'on a dû arrêter la séance. Et il y avait, après la première séance, il y avait la deuxième séance. Les partisans sont restés dans les gradins en attendant la deuxième séance. Et au final, ce qui est arrivé, c'est que ça a tellement été repoussé parce qu'il fallait régler ce problème de bouche d'égout-là. Les partisans ont été forcés de quitter les estrades après avoir attendu des heures pour ça. Et il y en a qui se sont déplacés de loin pour venir voir ça. Ils ont payé une fortune pour ça. La Formule 1, pour se faire pardonner, a donné à ceux qui avaient payé possiblement des milliers de dollars pour venir des coupons. Non, ils ont donné des coupons pour acheter de la marchandise de Formule 1, de 200 $ de coupons. Ça paye pas des billets d'avion, ça paye pas des chambres d'hôtel et ça paye pas le prix des billets. Carlos Sainz, qui lui a roulé sur une bouche d'égout qui était un problème de la piste, a été pénalisé parce qu'il a été obligé de faire des changements à sa voiture à cause de ça. Ça a été le bordel. Les directeurs d'équipe se sont obstinés sur la place publique. T'as celui de Ferrari qui critiquait un peu l'ensemble de la situation, trouvait que c'était un peu ridicule. Celui de Mercedes, lui, qui défendait corps et âme les organisateurs du circuit. Et même Max Verstappen, qui est pas exactement reconnu pour avoir la langue dans sa poche, a tiré à boulet rouge sur le Grand Prix, a dit que c'était plus un événement de spectacle qu'un événement de course. Trouvait que c'était ridicule à ses yeux et je le comprends. Même Carlos Sainz, qui a reconnu que c'était absolument ridicule de se faire pénaliser pour ça, a dit « J'en dirai pas plus parce que sinon je vais me faire mettre à l'amende de façon sérieuse » et je le comprends de pas l'avoir fait. Ça a été un peu compliqué et on a évidemment confirmé que ça allait revenir l'année prochaine et je pense que c'est pour les 10 prochaines années si je me trompe pas. On veut vraiment en faire comme une grosse fête, puis ça a été comme du contrôle d'image tout le long, puis ça a été le vrai bordel. C'était vraiment magnifique à regarder et au coup d'œil c'était majestueux de voir les lumières et tout, mais mon Dieu que ça a été une claque d'en face pour le sérieux de cette discipline-là dans les derniers jours. Un gros échec à ce niveau-là, et je pense que ça peut se faire, ça peut se régler dans les prochaines années. Ça arrive parfois les premières éditions on a un peu plus de ratés, un peu comme le tournoi intra-saison de la NBA, il y a des trucs à retravailler, mais ça a été un gros cirque dans les derniers jours en Formule 1, et je sais pas qu'est-ce qu'il faut en ressortir de ça, mais ça a été peu glorieux pour une discipline qui se prétend aussi prestigieuse que la Formule 1. Donc, un œil au beurre noir dans ce qui a été quand même une belle fin de semaine au niveau visuel, disons. Puis Dieu sait que c'est pas le premier shit show qui arrive dans un Grand Prix des États-Unis. Moi, ça me donne des grosses vibes de 2005 quand on se rappelle qu'il y avait eu un Grand Prix des États-Unis où il y avait 6 pilotes qui avaient pris le départ parce qu'il y avait eu des controverses avec la gamme de pneus Michelin, puis qu'il y avait juste 3 écuries qui avaient des pneus Bridgestone, dont Ferrari, Jordan et Minardi, ce qui a fait en sorte que Michael Schumacher a probablement eu la victoire la plus facile de sa carrière. Et Dieu sait qu'il en a gagné des Grands Prix, mais écoute, ça avait des grosses vibes de ça, mais on se reparle l'année prochaine, mais moi, je suis pas, j'achète pas le concept pour l'année prochaine. Non, en effet. Et c'est ce qui met fin, d'ailleurs, officiellement, pour de vrai, à l'émission d'aujourd'hui de la Triple Menace, édition du 20 novembre, pardon, 2023. On commence à être tard. Quand même, à surveiller cette semaine, Monday Night Football. Pop vous l'a dit, il a volé mon punch, mais encore une fois, cette semaine, je ne vais pas vous fausser si vous regardez. Ben non, c'est pas vrai. Non, je veux que vous regardiez le Monday Night. Ah, thought I had you there. Non, mais pour de vrai, regardez le Monday Night Football. Ça risque d'être un fucking bon match entre les Eagles et les Chiefs. Un rematch du Super Bowl de l'année dernière. Le Kelsey Bowl. Oh, ben oui, exactement, un Kelsey Bowl. ou, comme des gens me diront aux oreilles, un Swifty Bowl, hein, Félix? Oh oui. Elle sera malheureusement pas là. Comment tu sais ça, by the way? Parce qu'en fait, elle était supposée être là, mais son show de samedi a été recédulé, elle le fait demain à la place. Donc, elle va être au Brésil demain soir. Vous avez compris, les Swifties les plus avertis. Jeudi, la Thanksgiving américaine. Donc, on va avoir 3 matchs. Donc, pour commencer, un classique. Les Lions de Détroit, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là à chaque jour de temps. Non, mais ils sont toujours là. C'est ça, exact. Donc, les Cowboys sont autant là. Ah, exact. C'est fait exprès. Les Cowboys. Les Lions qui vont jouer contre les Packers de Green Bay à 12h30. Ensuite, on va voir justement les Cowboys qui vont jouer contre les Commanders à 16h, alors que les 49ers joueront contre les Seahawks à 20h20.
Ensuite, pour ce qui est vendredi, on va avoir un match de football. Donc, on va avoir les Dauphins contre les Jets à 15h. Sinon, pour ce qui est du Canadien de Montréal, ça va être un voyage dans l'Ouest. Donc, on va être du côté de Anaheim mercredi. Les Sharks vendredi. Le match va être joué en après-midi. Et ça va être contre les Kings samedi à 14h, pardon, à 16h. Sinon, ben, si jamais vous êtes au courant, il y a un tournoi intra-saison à NBA qui se poursuit de semaine en semaine, sauf que plus les jours vont, plus on oublie que ce tournoi existe et surtout quand est-ce qu'il se déroule parce qu'on a des courts. Les courts sont le seul indicateur vraiment de ces matchs-là ces jours-ci. Sinon, vous êtes capable de nous suivre quand même sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter X, sur Instagram, même si quelque chose qui vous intéresse, que ce soit la Triple Menace, autant que nos comptes personnels. Pour ce qui est de Facebook, je vous rappelle quand même, on a un groupe, les superfans des Tigers de Guangdong, où Félix et ses meilleurs chums publient les meilleurs memes sur les drôleries que Félix dit. Mais bref, c'est pas comme si on logeait toujours à la même auberge. Mais bon, vous êtes capable quand même de nous écouter sur Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, peu importe quand est-ce que la mise à jour va être faite. Je dis ça à chaque semaine, mais je sais pas quand est-ce que la mise à jour va être faite. Fait que je ferai mes devoirs là-dessus. Probablement que personne ne le sait. Exact. Un peu comme le tournoi intra-saison. On l'a. Exact. Tout est connecté dans la matrice pour faire un retour à un épisode qu'on a fait il n'y a pas longtemps de ça. Là, on est dans la matrice. Sinon, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.